Charles. Bien, pour clore cette troisième partie de l'après-midi, nous avons pensé qu'un changement de ton pourrait présenter un intérêt. Donc, je vous propose un pas de côté avec un humoriste, Guillaume Meurice, qui, dans un livre paru en ce début d'année, intitulé Petit éloge de la médiocrité, a consacré un chapitre à la tyrannie des podiums. Je vous en lis quelques extraits. Lorsque j'étais au collège, le prof de sport organisait régulièrement des concours de saut en longueur. Chacun notre tour, les genoux cagneux et la morve au nez, nous courions comme des dératés, puis nous élancions pour atterrir quelques centimètres plus loin, dans le sable mouillé, parfois par la piste des chiens du quartier, très peu au fait des valeurs de l'olympisme. Mon camarade Stéphane y excellait. Ses performances suscitaient régulièrement les félicitations de l'homme en jogging fluo à chronomètre autour du cou. Le maître et l'élève s'enorgueillissaient ainsi de leurs succès respectifs. Mais voilà, un beau jour débarqua Fabien, un nouveau venu qui se défendait plutôt pas mal dans la discipline. Petit à petit, les concours prirent des allures de face à face, dans lequel les deux champions prépubères s'affrontaient sous le regard vaguement circonspect du reste de la classe. Une matinée maussade d'automne, Fabien s'envola tellement loin qu'il pulvérisa son propre record, et, pire encore, celui de Stéphane. Face à cette page de l'histoire qui s'écrivait devant nous, nous applaudîmes mollement, pas tant pour l'exploit que pour nous réchauffer un peu. Bravo champion, exulta le prof, comme s'il s'attribuait les mérites de la performance. Dans son coin, Stéphane n'en revenait pas. Il fulminait, rageait, le visage bouffi par les stigmates de l'humiliation. Sa place lui échappait. Il venait de passer du statut de camarade sympa et sacrément fortiche en sport à camarade sympa, mais pas mauvais en sport, mais moins bon que Fabien qui, lui, est super fortiche. Et c'était dur à avaler. Mais tout n'était pas encore joué. Stéphane avait droit à une dernière tentative, un ultime essai. Lorsqu'il prit place au bout de la piste d'élan, tentant de se décontracter les cuisses, se tapotant sur les joues comme il l'avait sans doute vu faire à la télévision, l'intensité de sa concentration était palpable. Il mettait toute sa courte vie dans ce moment. Il devait réussir. L'échec n'était pas une option. C'est à ce moment-là que je vis Fabien prier. Il était là, devant moi, les mains jointes, le regard au ciel. Il faisait appel à la puissance divine pour lui venir en aide. Il y aurait beaucoup à dire sur cette pratique que l'on pourrait apparenter à un dopage céleste. Après tout, n'est-ce pas une tricherie manifeste d'en appeler à une force toute puissante pour intercéder en notre faveur? D'ailleurs, qu'est-ce que Fabien pouvait bien demander à son entité préférée? Il avait épuisé tous ses essais. La seule manière pour lui de gagner était que Stéphane rate sa tentative. Il devait donc, en toute logique, demander « faites qu'il se ramasse, faites qu'il trébuche, qu'il se vautre ». Et cela m'a rendu triste, pour lui, pour les autres, pour nous. Comment souhaiter à ce point l'échec d'autrui? Comment corréler son désir de victoire à la faillite d'un autre? Comment ne pas y voir la pure expression de l'humain dans ce qu'il a de plus pathétique, vil, bas? Stéphane s'était lancé. Sa course était fluide, dynamique, son regard déterminé. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la veille, Flocon, le bichon maltais de la voisine, avait changé ses habitudes, délaissant le bac à sable pour l'extrémité de la planche d'appel. Stéphane, concentré sur son rêve de gloire, le corps et l'esprit tendus vers un triomphe promis, ignorait les turpitudes d'une vessie de canidé. Il ne flaira pas le danger. Mais il sentit sa cheville se dérober et son appui foutre le camp, puis entendit un rire massif s'élever lorsqu'il s'étala devant toute la classe, les bras en croix. Peut-être vit-il Fabien exulter, tout heureux qu'il était de l'avoir emporté. Mais si le dieu des bichons maltais avait eu un rôle à jouer dans cette histoire, l'injustice me sauta aux yeux. Car qu'est-ce qu'un gagnant, à part un créateur de perdants? Quel sens peut-il bien y avoir à savourer l'échec d'un autre comme signe de sa propre puissance? Se sentir l'espace d'un instant moins médiocre, moins nul, au-dessus du lot? Ce n'est pas dans le milieu du saut en longueur que cette logique fait le plus de dégâts, mais dans la société en général.
C'est cette même structure qui légitime toutes les iniquités. C'est une machine à produire du malheur. Si tu es en bas de l'échelle sociale, c'est que tu fais partie des perdants. Désolé, il ne fallait pas glisser sur le pipi de la vie. Le monde entier tend à se transformer en une vaste compétition. La preuve, tout peut faire l'objet d'une notation. Tout se place sur une échelle verticale. La note de ce livre sur un site internet aura un impact sur ses ventes. De même pour celle d'une pièce de théâtre, d'un restaurant. Nous sommes devenus des critiques littéraires, gastronomiques, des spécialistes de tout et de n'importe quoi. Je peux aller sous une vidéo d'un chercheur en chimie moléculaire et d'un clic signifier que je ne l'aime pas. Ou commenter, mort de rire, n'importe quoi, t'es qui? Sur Google, même les monuments nationaux sont notés. À l'heure où j'écris ces lignes, l'Arc de Triomphe obtient 4,7 étoiles sur les 5 possibles, le Sacré-Cœur 4,9. Le mur des Fédérés, contre lequel ont été fusillés 147 combattants de la Commune, seulement 4,5. À croire que les monuments à la gloire de l'oppression sont plus satisfaisants que ceux dédiés à l'insoumission. Il y a quelques années, une émission de télévision a eu l'idée funeste de noter des humoristes. Chacun devait faire un sketch et subissait le verdict d'un jury et du public. Un programme problématique à plus d'un titre. Quel sens peut-il y avoir à donner une note à des blagues? Si ce n'est cette éternelle volonté de classer, hiérarchiser, faire croire à certaines personnes qu'elles sont moins médiocres que d'autres. Idée stupide en général et dans le monde de l'humour en particulier. Car pour savoir si un humoriste est drôle, il suffit d'écouter si le public rit. Voilà, merci. Yves et Philippe, on revient au chat. Sur la troisième partie, on n'a pas vu de questions, mais on est prêts, nous, s'il y a des questions autour du deuxième temps, Anne-Marie et Lucie, pour... Oui, il y avait plusieurs remarques ou questions, mais qui ont en partie peut-être été auxquelles des réponses ont été apportées dans la suite, en fait. Alors, si je reviens, euh, il y a une remarque en fait qui portait plutôt sur l'intervention d'Alain Boissineau, mais que je livre en fait. Quelqu'un qui a fait des études comparatives dit que les évaluations des élèves dans la classe, en fait, la conception française se retrouve plutôt dans les pays latins et dans nos anciennes colonies, est-il dit, mais non dans les pays anglo-saxons et asiatiques. Donc là, on rejoint les problèmes d'imaginaire, de culture religieuse ou autre. Mais alors, concernant votre table ronde, en fait, première question, est-ce que le problème, c'est la note ou c'est la moyenne, le fait de triturer les notes? Une question. La moyenne masque et donne l'illusion de compenser des lacunes. Donc, mais la note aurait une vertu. Euh, mais je pense qu'il a été mis en évidence toutes sortes d'aspects concernant la notation. Donc, ça montre bien que le problème n'est pas que la moyenne. Autre remarque, l'évaluation, en fait, c'est le carburant de la circulation institutionnelle. Disons, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'institution et qui n'a pas rapport avec l'apprentissage des élèves, en fait. Une autre remarque, c'est dire l'évaluation, en fait, le professeur qui évalue son travail plutôt qu'autre chose. Euh, Autre remarque, c'est pas l'évaluation qu'il faut supprimer, c'est plutôt c'est l'utilisation qu'on en fait. Euh, une remarque sur le fait que les notes ont été, les notes sur 20 à la suite du colloque d'Amiens ont été supprimées de mars, enfin en 68 et jusqu'en 71, mais que très rapidement, les A-, B+, et autres ont été d'autres formes, disons, qui conservaient la même philosophie ont été inventées. Donc, c'est pas, vous avez déjà évoqué ça. Euh, Oui, peut-être quand même un petit mot, puisque pour, moi, je voudrais... pardon, Yves, pour terminer, ne faudrait-il pas penser, voilà une question, à des types d'évaluations différentes pour l'école obligatoire
qui serait l'évaluation formative, et l'école non obligatoire, donc j'imagine après 16 ans, une évaluation sommative et certificative. Enfin, l'idée que durant l'école obligatoire, on ne classe pas les élèves. Par contre, la compétition démarrerait après. Il s'agirait d'une véritable révolution scolaire qui devrait changer représentation et pratique de tout le monde, élèves, enseignants, parents. Voilà une proposition en quelque sorte. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une proposition. Anne-Marie, Lucie, un mot là-dessus? En tout cas, ça serait déjà un pas en avant que de supprimer ces notations dans l'enseignement obligatoire. Alors après, est-ce qu'il faut rétablir la compétition, la concurrence à partir de la seconde? Euh, bah, ça peut se réfléchir. Ça me paraît un peu tôt encore, hein. Moi, je crois beaucoup aux vertus d'une évaluation qui ne soit pas notation et compétition, le plus tard possible, les compétitions. Oui, on se rend compte ce qui pose problème aussi quand on interroge les enseignants, c'est qu'ils ont toujours tendance, avec de bonnes intentions, à préparer les élèves à la suite. Par exemple, au cycle 3 à l'école primaire, ils leur mettent des notes. Il y a une partie des établissements qui leur mettent des notes parce qu'ils vont en avoir au collège, etc. Et du coup, on a toujours cette tendance à préparer les élèves à ce qui va leur arriver après. Et à un moment donné, ce n'est pas forcément adapté aux enfants. Et je prendrai un exemple sur ce que disait Jeanne dans le podcast à propos de ces fameux bacs blancs. Parce que j'ai eu l'occasion, moi, d'interroger des enseignants et des chefs d'établissement en disant, mais pourquoi vous notez le bac blanc? Enfin, en tout cas, on peut le noter, mais pourquoi est-ce qu'il compte dans la moyenne? Et Jeanne disait, en plus, il y a un gros coefficient. Bon, si c'est blanc, c'est bien pour s'entraîner. Alors qu'à la limite, on met une note indicative pour que l'élève se dise, bon, je me situe là dans la perspective du bac lui-même, même si il y a quand même une grande variabilité selon le notateur. Mais enfin, on va dire que ça peut donner quand même une information qui peut être plus ou moins utile. Mais quelle est la raison pour laquelle ce bac blanc, qui est censé être blanc, c'est-à-dire une épreuve d'entraînement, pour quelle raison non seulement on fait compter la note, mais en plus on lui met un gros coefficient. Voilà une possibilité de se dire, bah voilà, c'est un truc qui va servir simplement à vous aider à vous positionner. Point, et on ne compte pas. Et ça, je crois que c'est inenvisageable. J'ai interrogé beaucoup d'enseignants et beaucoup de chefs d'établissement. Je n'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus, mais à l'occasion de mes visites dans des établissements que j'étais en activité, et on me disait, mais vous n'y pensez pas. On dit, vous n'y pensez pas. Comment après, ils ne vont pas travailler. Hein, ce que disait Lucie tout à l'heure, ils ne vont pas travailler s'ils ne sont pas notés. Et puis c'est une telle galère de préparer un examen blanc, de corriger des grosses copies parce que ça a duré longtemps. Il faut que ça serve après, hein, ce travail. Donc la note, il faut bien la rentabiliser. C'est le salaire, quoi. Retour sur investissement. D'autres remarques, d'autres observations? Oui, il y a une autre remarque et une proposition aussi qui l'accompagne. En fait, l'idée, le constat, c'est que la notation au brevet, au DNB, est totalement baroque. Bien malin celui qui peut en donner la signification, mélange de moyennes, de points acquis au titre de socle commun, de notes d'examen, etc. Et si l'on supprimait le brevet, et si l'on validait le socle commun à 16 ans, c'est-à-dire pour la plupart des élèves en classe de seconde, à la place du brevet. Voilà une proposition intéressante. Un commentaire, Lucie et Anne-Marie, là-dessus? Non, donc effectivement, le brevet, on n'est pas très, très au clair sur ce à quoi il sert, hein, puisqu'on on peut passer en seconde avec ou sans, on peut redoubler avec ou sans, c'est pas lié à l'orientation, enfin bon. Donc, une autre remarque, c'est pour dire qu'en fait, la question est d'abord institutionnelle, qu'il ne faut pas peut-être centrer sur les questions de culture des enseignants, avec l'exemple de la Finlande qui est donné. C'est-à-dire, au fond, une autre remarque d'une enseignante de collège depuis 25 ans, je confirme que nous sommes tous piégés par les imaginaires. Dès qu'on ne fait pas comme les autres, qu'on veut changer les formes de l'évaluation, élèves, parents et administration nous rappellent à l'ordre. Les élèves ont du mal à nous prendre au sérieux, les parents réclament des notes, l'administration veut des moyennes et des notes sur les bulletins. Il est très difficile de faire évoluer les pratiques
évaluative seule et il est difficile de mobiliser les collègues pour faire changer les choses. D'où le poids institutionnel, mais plus que ça, sociétal, lié au système d'évaluation actuel. Oui, ça renvoie aussi à la question de la formation des enseignants, hein, qui ne sont pas formés à évaluer les élèves et à la façon aussi dont les futurs enseignants sont eux-mêmes évalués lors de leur formation initiale. Généralement, ils sont évalués de la même façon que les élèves sont évalués au collège et lycée, etc. Donc, quand on ne sait pas comment faire, on reproduit voilà, ce qu'on a appris. Et puis, on a vu comment le politique a évacué complètement la question du socle. Bon, il y a eu le premier socle en 2006, le deuxième socle en 2013. Bon, ça peut paraître étrange parce qu'en 2006, c'était Fillon, c'était la droite au pouvoir. 2013, c'était Peillon, c'était la gauche au pouvoir. Mais finalement, tous les deux, d'une manière ou d'une autre, avaient encouragé plus ou moins cette idée de socle, de compétences, d'une logique un petit peu différente. Là, depuis quelques années, c'est le silence radio total. Il n'y a plus aucun ministre, aucune autorité éducative qui nous reparle du socle. C'est complètement évacué. La dernière remarque, c'est toujours d'un témoignage d'enseignante d'art plastique qui dit « Difficile pour les enseignants qui pratiquent l'évaluation par compétences et formative face aux collègues qui, lors des conseils de classe, font le bilan de l'élève à partir des notes et des moyennes, surtout quand on enseigne les arts plastiques. » Voilà. Je rappelle décret de 2014 qui est toujours en vigueur. On ne doit pas s'intéresser aux résultats des élèves, mais à leurs acquis. Ce décret-là n'a pas été modifié. Il a été pris par un certain pouvoir politique, n'a pas été, à la suite du socle de 2013, n'a pas été modifié depuis, mais personne ne l'applique. Donc, dernière remarque, en fait, à ma connaissance, la note n'a aucun support d'existence légale ou historique et elle est nécessaire, fait remarquer un participant, elle est nécessaire pour faire fonctionner la circulation des élèves, l'orientation, le tri, la sélection, et pas évidemment valider les acquis dans une logique progrès individuel, comme ça a été évoqué longuement par les différents intervenants. Oui, c'est ça, on est vraiment dans une logique paradoxale entre cette finalité de sélection et ce qu'on veut nous faire croire, voilà, une évaluation positive, bienveillante, etc., mais sans renoncer à la sélection, hein, qui est quand même une sélection progressive de notre système français. Ouais. Alors, on va passer à la conclusion. Donc, pour conclure, bien, on voudrait d'abord remercier tous les membres de notre groupe, mais aussi les membres du SECUR, qui nous ont notamment bien dépannés aujourd'hui pendant nos petits problèmes techniques, et toutes les personnes qui ont suivi ce séminaire, et évidemment nos invités. Alors, durant ce premier séminaire qui approche la question de l'évaluation scolaire, nous avons pu constater qu'il existe une véritable culture de l'évaluation, hein, qui est propre à notre pays et qui considère l'évaluation comme un système de sanctions-récompenses. Voilà, c'est une évaluation aussi qui touche un nombre impressionnant de domaines du quotidien et pas seulement le domaine scolaire, et qui a tendance à montrer aux yeux de tous ce qui ne va pas. Donc on a ce qui est revenu quand même au cours de cet après-midi, c'est une vision qui est plutôt négative et pessimiste des choses et qui viserait à offrir une place seulement à certains, et malheureusement, certains sont déjà bien connus d'avance. C'est un petit peu le syndrome de la porte étroite, hein, qui a été rapporté tout à l'heure par Alain Boissineau, qui est particulièrement parlant. Alors cette vision, elle peine aussi à être dépassée malgré les constats qui sont établis depuis de nombreuses années sur notre système et les pratiques qui dominent. Et on se rend compte que ce paradigme lié à l'évaluation scolaire ne laisse quasiment pas de place à l'élève et qu'on est bien loin ici de l'idée d'un élève qui serait acteur de ses apprentissages et par conséquent d'un élève impliqué dans ses évaluations. Par ailleurs, on a pu entendre aussi et constater de façon assez explicite qu'il existe un décalage entre ce qui est enseigné, ce qui est appris et ce qui est évalué. Et on assiste à une sorte de perte de sens qui a été mentionnée notamment dans les autres séminaires organisés par le SECUR, que vous pouvez bien sûr réécouter. Et perte de sens qui concerne aussi les pratiques d'évaluation scolaire, qui semblent déjà déconnectées des apprentissages, puisqu'elles servent bien souvent à d'autres finalités que celles d'apprendre.
mais elles sont aussi déconnectées au niveau de la temporalité propre aux apprentissages, avec notamment ce concept d'évaluation chasse d'eau, qui reflète bien la place des évaluations en classe proposées au quotidien, où tout ce qu'on apprend est évacué, ce qui témoigne d'une vision assez cumulative des savoirs et de la faible importance qu'on va leur accorder la plupart du temps. Donc ces pratiques, elles semblent au final servir des finalités qui sont très orientées vers la comparaison forcée au sens de Butera, et dont la sélection des individus est en fait l'aboutissement. Et ces pratiques, elles fonctionnent aussi, comme l'a montré Fabrizio Butera, comme une menace impermanente et non comme une aide au service des élèves. Alors, malheureusement, pour reprendre les propos de Charles Hadji, eh bien, ça semble cohérent avec le caractère et les valeurs du néolibéralisme et peu compatible, du coup, avec une vision émancipatrice des individus. Merci Lucie pour cette lourde tâche qu'elle avait pour synthétiser l'ensemble du séminaire. Donc après cet état des lieux qui ne peut que conforter l'idée selon laquelle il est nécessaire de remettre en question les choses, nous vous proposerons d'ici quelques mois un deuxième séminaire qui sera orienté cette fois-ci vers des perspectives, vers des façons différentes de penser et de concevoir l'évaluation. Nous nous intéresserons à ce qui se passe ailleurs, chez nos voisins, un peu plus loin. Cela nous amène aujourd'hui à faire un appel à toutes les personnes qui ont pu nous écouter en live, mais également ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, donc en différé, et qui s'intéressent de près ou de loin à la question de l'évaluation, qui viserait une évaluation émancipatrice, une évaluation pensée dans le cadre d'un curriculum cohérent. Donc, si vous avez des éléments de réflexion, des idées, des pratiques, des cas internationaux que vous aimeriez partager avec nous, n'hésitez pas à nous écrire un mail qui s'affichera sur l'écran à la fin de cette conclusion. Donc, cet appel à contribution s'adresse aussi bien aux acteurs de l'éducation, aux enseignants de tous les degrés, aux chercheurs, aux chefs d'établissement, aux élèves, si on a parmi nous, aux étudiants et aux parents, mais également à tous les membres de la société civile. Parce que nous considérons que tout citoyen a le droit de s'exprimer sur l'éducation, un domaine qui, pour nous, ne peut être réservé. Nous rappelons que la séance, elle a été enregistrée et elle sera disponible sur le blog d'ici 2 ou 3 semaines. Nous espérons que ce premier séminaire vous a apporté pleine satisfaction, que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui pour nous accompagner à la prochaine séance. Donc ce séminaire arrive à son terme. Nous vous souhaitons une belle fin d'après-midi.